Antonin. Qui a déjà écouté un podcast de Antonin ? Ah oui, c'est vrai que j'ai fait une petite pub. Donc, Antonin, moi, c'est quelqu'un que je connais depuis 2 ans, je crois. Depuis 1 an. Non. Comme on l'a dit dans l'épisode qui est sorti il y a c'est vrai. quelques jours. Le temps passe vite avec lui, ou lentement. Selon les moments de la journée. Ouais. Non, voilà, juste en 2 mots. Pourquoi j'ai pris Antonin ? Je l'ai pris parce que vous avez déjà fait des conférences d'entrepreneuriat, je suppose. C'est pas la première. Si, oui, vous avez déjà fait. Le profil d'Antonin, c'est pas le profil classique. Moi, je voulais faire quelque chose de différent. Vous avez beaucoup de conférences d'entrepreneuriat qui sont faites dans des grandes écoles où vous avez des patrons de grosses boîtes, CEO de Blablacar, ce genre de choses, des gens très intéressants, mais qui sont pas forcément proches de notre réalité quand on se lance. Vous avez également beaucoup de conférences d'entrepreneuriat que je ne citerai pas, où déjà le ticket coûte 1000 ou 1500 euros pour la journée, et on vous met en face de vous des mecs qui sont genre des pros de l'internet, des manias, etc. Encore une fois, ce n'est pas Antonin. Ouais, voilà, encore une fois, là, ici, on vous met des mecs comme moi. Antonin, c'est parti, moi, de ce que j'aimerais avoir le plus souvent sur Live Mentor, à savoir un type passionné par un sujet qui se lance, qui est très régulier dans son activité, dans sa production de contenu. Au début, c'est juste une passion, un intérêt, et puis ensuite, ça devient ce qu'il va nous raconter aujourd'hui. Donc, on peut l'applaudir. Bienvenue, Antonin. Bonjour. Alors, Antonin, Nouvelle École, un podcast qui sort chaque semaine. 500 000 écoutes. Lancé il y a combien de temps ? Lancé il y a 1 an et demi, mais lancé sérieusement il y a 10 mois parce que... Avant ça, je faisais d'autres choses en même temps et j'étais pas très régulier. Et à l'époque, j'avais pas encore vraiment saisi à quel point c'était très important d'être régulier et de sortir un truc, de créer une habitude finalement chez les gens qui suivent pour qu'il y ait quelque chose qui sorte régulièrement. Et c'est comme ça qu'on crée une audience et des gens qui suivent en fait. Donc créé il y a 1 an et demi, mais vraiment il y a 10 mois. C'est quoi Nouvelle École ? Nouvelle École, c'est un podcast qui sort chaque semaine, chaque lundi, dont le but est... le message, c'est sortez des sentiers battus. Le but, c'est d'encourager les gens qui écoutent à se lancer, à faire ce qu'ils aiment. Et pour faire ça, je vais voir les gens que je trouve les plus inspirants. Donc, dans l'entrepreneuriat, dans les startups, mais aussi dans l'art. Il y a eu beaucoup de comédiens. Il y a eu un scénariste césarisé. Il y a eu Lorraine Bastide de La Poudre. J'essaie d'avoir des gens très, très variés. Parce que je ne veux pas faire de hiérarchisation de l'entrepreneuriat. Je pense qu'on glorifie beaucoup les startups. C'est pas grave, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres manières de faire de l'entrepreneuriat. Et de juste, même en désacralisant le mot entrepreneuriat, de juste lancer des choses et faire ce qui nous plaît, quoi. Donc en gros, c'est ça, Nouvelle École. Tu as des freelances aussi, je sais que tu as un podcast passionnant avec un agent de cinéma. Un agent littéraire ? Oui, c'est François Samuelson. C'est l'agent de gens qui écrivent des livres comme Michel Houellebecq, Virginie Despentes, mais aussi dans le cinéma, Juliette Binoche, Michael Haneke, des gens assez connus. Et François Samuelson, il a fondé une agence qui s'appelle Intertalent, où il représente des artistes, quoi. C'est le plus gros agent littéraire français, en fait. C'est lui qui a importé la profession des États-Unis. Alors, j'ai récupéré des questions auprès des élèves en amont. Une question qui est venue assez souvent, est-ce que tu en vis ? Est-ce que ce projet, sur lequel tu passes plusieurs jours par semaine, est-ce que tu en vis ? Pas du tout. Attendez voir, c'est intéressant. D'accord, tu n'en vis pas directement. Mais ton activité en freelance, quand les gens font appel à toi pour du copywriting, pour plein de choses, est-ce que pour toi, c'est pas un dérivé de l'audience que te donne Nouvelle École ? Absolument. Alors, j'ai pas commencé comme ça. J'ai eu un peu 12 000 carrières en 1 an et demi, là, plus ou moins réussi. Ce que je fais en freelance, c'est que j'aide des gens à écrire des choses ou que j'écris des choses pour des gens. Et en effet, il y a eu pas mal de gens qui sont passés sur Nouvelle École avec qui j'ai travaillé ensuite, que ce soit Paul Duhan de Base Impact, parfois un peu avec Alexandre et d'autres personnes. Nouvelle École, j'en vis pas encore, mais je pourrais en vivre actuellement. Je pourrais faire du sponsoring, de la publicité
et gagner quelques milliers d'euros par mois. Le problème, c'est que je veux attendre que... En fait, c'est un projet que je trouve trop beau et que j'aime trop, que j'ai construit de mes petites mains depuis longtemps. Et j'ai pas envie de mettre de la pub trop tôt. J'ai envie encore de continuer à voir où est-ce que ça va. Et tant que je peux faire du freelance pour gagner ma vie, tant que je peux faire d'autres petites choses, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent finalement. Je suis jeune et j'ai pas beaucoup d'obligations, j'ai pas de famille, pour l'instant j'ai même pas de loyer, mais ça va changer bientôt. Et j'ai vraiment aucune obligation, quoi. Je mange du riz et je balade en Vélib, quoi. Donc non mais c'est vrai. Tant que c'est comme ça, je préfère attendre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, Nouvelle École, c'est écouté environ 10 000 fois par épisode. Il y a 10 000 écoutes par épisode. Moi, j'aimerais bien que ce soit encore plus gros que ça. Et parce qu'en fait, quand ce sera plus gros, j'aurai beaucoup plus de marge de manœuvre sur les sponsors que je choisis. À un moment, je vais faire du sponsoring ou je vais faire quelque chose qui va me permettre de gagner de l'argent parce que je pense que le riz, au bout d'un moment, c'est... Là, non mais ça va, j'ai tenté la sauce soja, il y a des gens qui m'envoient des messages, je tente des choses, mais à un moment, je pense que... Puis là, je suis célibataire, donc tout va bien. Mais voilà. Il va pas le rester longtemps, hein, là. Mais bon, un jour, peut-être que je devrais faire mieux que du riz blanc, quoi. Ok, je trouve ça marrant, la manière dont tu présentes le truc, parce que... Moi, je connais les missions qu'il fait en copywriting et je pense que c'est... Comment exprimer ça? Comment? Il facture un max, en fait? Non, je suis pas en train de dire ça. Je suis pas en train de dire ça du tout, mais quand t'écoutes Antonin, comme c'est un type super... on va pas faire un truc trop... Super. Comme c'est un type qui est jamais satisfait, il va toujours te dire ouais, c'est jamais gagné, ça peut s'arrêter demain, Nouvelle École, je suis sûr que ça peut s'effondrer, je suis pas sûr que les gens aiment alors qu'il a jamais eu un seul avis négatif. Si, j'ai eu 2 avis négatifs. Bon, il les a. J'ai noté les noms sur un carnet. Alors qu'en vrai, juste, il a créé un truc que les gens apprécient et qui lui permet après de faire plein de projets différents. C'est quoi l'épisode qui t'a le plus marqué? Le moment où tu t'es le plus éclaté, où tu t'es dit ce projet il est fait pour moi? À part ton épisode, tu veux dire? À part mon épisode. Il y en a eu plusieurs en fait. Je pense qu'il n'y a pas de. C'est souvent des questions comme ça. Quel est l'épisode qui était le plus dingue, l'épisode qui t'a le plus marqué, l'épisode qui a le plus marché? Et en fait, c'est plus des. Il y en a plusieurs des moments comme ça. Il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le premier épisode déjà, parce que j'avais très peur de le sortir, parce que je me disais. Oh là là, je vais parler pendant 1 heure et après je vais sortir ça sur internet et les gens vont écouter. Et alors s'il y a des gens qui écoutent, ils vont trouver que je suis débile, et s'il y a personne qui écoute, il y aura personne qui aura écouté, donc c'est la honte. Et je l'ai sorti et il n'y a pas eu grand monde qui l'a écouté, mais je m'attendais vraiment à une écoute, la mienne. Et il y a eu 150 écoutes. Je dis ça va, 150 personnes, tu les mets dans une pièce, ça fait quand même à peu près ça, quoi. Donc et puis j'avais pas eu de commentaires négatifs. Ni spécialement positif d'ailleurs, mais ça m'avait marqué parce que je m'étais dit en fait on s'en fout, quoi. Je peux sortir des épisodes de podcast si j'aime bien, tant que j'aime bien, et en fait il n'y a aucune pression, j'ai rien à perdre, j'ai pas grand chose à gagner non plus d'ailleurs à l'époque, mais ça m'a marqué. Après il y a eu Oussama Ammar qui a fait exploser quand j'ai sorti son épisode et que ça a fait il n'y avait jamais eu autant d'écoutes, mais surtout après il y a eu 2 autres trucs. C'est qu'à un moment vraiment je me suis dit il y a 10 mois, j'avais monté une société dont je suis sorti parce que ça me plaisait pas forcément. J'ai vendu les parts à mon associé, je suis sorti, et à ce moment-là, j'ai arrêté ma boîte, mais j'ai aussi arrêté ma dernière relation amoureuse et beaucoup de choses comme ça. Et Nouvelle École marchait pas beaucoup parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai arrêté de parler des relations amoureuses. Oui. Donc, t'as arrêté beaucoup de choses dans ta vie. Et à ce moment-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, Nouvelle École, je le sortais pas régulièrement parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais pas l'énergie, j'étais pas au mieux dans ma vie à ce moment-là. Et j'en sortais un parfois j'en sortais un toutes les 2 semaines, parfois j'en sortais pas pendant 1 mois et demi. Et forcément, ça suivait pas derrière. Donc je me suis dit, ouais, je vais arrêter Nouvelle École, quoi. Il y a personne qui écoute, puis j'étais pas dans une bonne période. Et à ce moment-là, il y a donc Navo qui est Navo, c'est le
l'autre personne de Bref, comme il aime le dire. C'est-à-dire qu'il y a Kian Kojandi qui est très connu, et puis il y a Navo qui est derrière et qui a écrit qui a beaucoup écrit sur le scénar, etc., qui a co-réalisé. Et Navo m'a répondu ouais, grave, on fait une interview ensemble. Et en fait, moi j'adorais son travail, j'adorais ses podcasts, j'adorais tout ce qu'il avait fait. Et je me suis dit, bon, bah, s'il veut bien passer, c'est que c'est peut-être pas si nul. Et en plus, une fois qu'il est passé, enfin, ça a enclenché tout un tas de trucs qui ont fait que d'autres gens, des gens que j'interviewais, écoutaient Nouvelle École et venaient m'en parler. Alors le fait que les gens qui passent sur le podcast écoutent ce que je faisais en me disant c'est bien, j'ai écouté d'autres épisodes, c'était hyper gratifiant aussi. Et puis Navo m'a permis de rencontrer Gringe, qui est donc rappeur et acteur, qui dans Les Casseurs Flotteurs avec Orelsan, et d'avoir Gringe chez moi, à manger des caramels sur mon canapé pour moi qui écoutais CCD depuis très longtemps. C'était quand même quelque chose. Donc en fait, c'est une succession de petites histoires comme ça, plus qu'un épisode en particulier. À quel moment tu as compris qu'il fallait être régulier dans la production des podcasts? Et comment tu as mis en place cette régularité? Alors, j'ai pas compris qu'il fallait être régulier, je le savais, mais je le faisais pas parce que j'avais pas la ressource, et surtout, je pense, j'avais pas décidé, ok, Nouvelle École, c'est important. Et en fait, une fois que j'ai décidé, à ce moment où j'ai failli arrêter, je me suis dit, bon, en fait, je vais pas arrêter tout de suite. Je vais essayer vraiment de faire Nouvelle École sérieusement et voir ce que ça donne pendant au moins 3 mois, je crois que je m'étais dit. Je vais sortir un épisode par semaine, il n'y aura pas une semaine où je vais manquer le truc. C'était la PLS, hein. J'ai cherché des... J'étais toujours la veille à chercher un invité, bon, mais en fait, ça a tout changé, parce que t'as dit Nouvelle École, ça a été écouté 500 000 fois, mais je pense que ça n'avait pas été encore écouté 100 000 fois jusqu'à fin août, ou un truc comme ça cet été. Donc en fait, tout est arrivé à partir du moment où j'ai fait les choses tous les lundis, 17h, l'épisode de Nouvelle École. Et ça a absolument tout changé. Mais je pense parce que déjà, ça crée une habitude chez les gens, et puis on voit que c'est sérieux, on voit que ça va rester, donc on commence à s'y intéresser. Si on a l'impression que c'est pas sérieux, on n'a aucune raison de s'y intéresser. Donc voilà, est-ce que ça répond à ta question? Ça répond très bien à ma question. Je suis ravi. Les tout premiers contacts, les tout premiers invités de Nouvelle École, comment est-ce que tu les as trouvés? Aujourd'hui, ce que tu expliques, c'est que Navo te ramène Gringe, un tel te ramène un tel, tu as déjà un bon petit réseau. Mais les tout premiers, comment tu les as contactés? Parce que toi, tu n'as pas forcément un réseau inné de base. Tu viens pas du tout du monde de l'entrepreneuriat, du web, des startups. Antonin est né dans un tout petit village. C'est pas vrai du tout. Je rectifie. Parce qu'Alexandre a une tendance à... Mais j'aime bien ta tendance. J'aime bien. Non, je déconne. Mais t'es pas né dans un petit village? Non, j'ai grandi là-bas. Il a grandi là-bas. Non, mais je suis né à Paris, dans le 10e arrondissement, donc c'est... Oui, d'accord. Ok, mais bon, d'accord, mais t'as grandi où après? Je sais que la success story est tentante. Bon. Genre, j'étais avec mes moutons. J'ai fait l'école à la maison et tout, mais c'est pas vrai. Bon, d'accord. Mais t'as grandi où après? J'ai grandi... Alors... Non, je suis né à Paris, mais c'est vrai que très très tôt, je suis parti de Paris, et j'ai grandi dans plein d'endroits bizarres et différents. J'ai passé 1 an dans un centre bouddhiste quand j'avais 4 ans. Ce qui m'a pas rendu très zen d'ailleurs, je dois bien l'admettre. Je suis allé dans le sud, et puis après j'ai grandi dans un village de Savoie pendant longtemps, donc dans une montagne entre 2 villes. Et donc, en effet, quand j'ai commencé une nouvelle école, j'avais pas un réseau spécialement. Mais je pense que j'ai fait ce qu'il faut. Parce que je referais si je devais créer tout projet maintenant, c'est commencer avec les gens que je connais et commencer avec mes potes. Moi, j'ai beaucoup cherché des idées dans ma chambre à l'époque. Je voulais être entrepreneur, alors je voulais absolument faire une start-up, etc. Et du coup, j'écrivais plein d'idées, je lisais plein de bouquins, et je me disais toujours, alors peut-être qu'il faut vendre des gaufres à des gens. Mais en fait, je pense que c'est un peu. C'est plus l'approche que je prendrais maintenant. Maintenant, je prendrais toujours une approche où je peux donner quelque chose d'utile à des gens que je connais, parce que c'est déjà assez difficile comme ça, et en plus il y a beaucoup plus de chances que ce soit gratifiant et que ce soit quelque chose que je sais faire. Et donc pour Nouvelle École, j'avais été élève au Wagon, donc l'école pour apprendre à coder, et le CEO du Wagon, c'est Boris Paillard. Donc je suis allé voir Boris Paillard juste avant la fin du Wagon, et je lui ai dit ouais, j'ai une petite idée d'émission, est-ce que tu crois que si je la faisais tu voudrais passer dessus? Il m'a dit ouais. Je dis ok. Et après, j'en ai parlé à pas mal de gens pendant, je crois que c'était des vacances, et il y avait un type avec qui j'étais dans un truc qui s'appelle Mangrove, qui s'appelle Adrien Moncoudiol, et je lui ai dit, est-ce que
Est-ce que toi aussi t'aimerais passer dessus? Il m'a dit oui, et j'ai demandé à une autre personne qui était Willy Brown de Daphne, à qui j'ai piqué ses micros, parce que j'avais pas de matériel, donc je lui ai dit tu peux me prêter tes micros, et je les ai gardés pendant 6 mois. Et en fait, je voulais juste avoir au moins 4-5 invités de sûr, parce que j'avais lu pas mal. Je savais que si je le faisais pas, j'avais beaucoup de chances de faire un épisode et d'arrêter de plus jamais faire Nouvelle École. J'ai fait ça plein de fois dans ma vie, je commence des trucs, je me chauffe, je me dis c'est génial, je vais faire ça, et en fait j'en fais un petit bout, et après je fais ouais, c'est chiant. Et avec Nouvelle École, je voulais pas faire ça, et je sais plus qui se disait ça, je crois que c'est Tim Ferriss qui disait que s'il conseillait aux gens de me faire un podcast, il fallait faire 6 épisodes au moins pour voir si ça valait le coup ou pas. Et je me suis dit, je vais prendre ce conseil complètement arbitraire, et je vais l'appliquer à Nouvelle École. Et donc voilà, j'ai contacté des gens que je connaissais. Qui étaient les autres? Je crois qu'il y a eu Béatrice Moulin de Switch Collective, que j'ai dû avoir via un de ceux qui étaient passés, j'ai eu son adresse email. Et puis de pote en pote. Et après, il y avait j'ai commencé à contacter d'autres gens. Les gens croient souvent que maintenant, c'est plus facile pour moi d'avoir des invités qu'avant, alors que c'est l'inverse. C'était beaucoup plus facile au début quand je demandais à mes potes, quand je demandais aux potes de mes potes. Maintenant, quand j'écris à... je sais pas, mais... je sais plus à qui j'écris en fait. Mais quand j'écris à... Les gens auxquels j'écris maintenant, généralement, on fait des choses assez impressionnantes et sont très très sollicités. Et du coup, je leur envoie un mail, mais je ne suis que l'énième émission qui veut les inviter. Alors, il faut que j'arrive à bien me vendre. C'est tout un travail de vente, de commercial. Mais donc, au début, je pense qu'il faut commencer avec les gens qu'on connaît, mais sur tout projet, quoi. Même, généralement, tout produit, on devrait le commencer avec son réseau, à mon avis. Après, ce n'est que mon avis. Alors, il y a un sujet qui anime souvent les blogueurs qui sont ici regroupés dans une catégorie dédiée. Qui est... On n'a pas de petite bouteille d'eau comme dans les vraies conférences? Non, mais on va... Non, mais j'ai failli en demander une il y a 10 minutes sur scène. Mais voilà, il y en a une qui est à moitié vide, donc c'est très bien pour toi. C'est quelqu'un de malade. On est en hiver, donc c'est bien. Donc, pendant qu'Antonin fait sa diva... c'est vrai qu'on est très bien reçu quand tu fais un podcast. Il y a les thés à la banane. À la vanille. À la vanille. Donc, il y a une légère déformation de toutes les choses, quand même. J'oublie. Donc il y a un sujet qui passionne souvent les blogueurs, qui est comment je hiérarchise mes invités. Je suis blogueur, je vais parler de certains projets. Certains projets sont déjà très connus, ou certains invités qui viennent chez Nouvelle École sont déjà très connus. Donc eux, je sais qu'ils vont me faire naturellement un pic d'audience. Mais il y en a d'autres sur lesquels j'ai un coup de cœur et j'ai pas envie qu'il y ait un flop. Un truc que je trouve assez impressionnant dans les podcasts de Tim Ferriss, puisque tu le mentionnais, c'est qu'il est capable à la fois d'avoir des stars, mais aussi de transformer, de donner une exposition vraiment intéressante à des gens qui sont sur une niche, un domaine qui n'est pas très connu. Est-ce que toi, c'est un challenge que tu te mets aussi sur Nouvelle École dans les 12 prochains mois, de prendre des types un peu inconnus, mais de montrer à toute ton audience que il mérite d'avoir une exposition beaucoup plus grande? Ouais, je pense que le risque, c'est d'arriver à un moment où tu te dis quand j'invite Oussama Hamar, quand j'invite Navo, quand j'invite Gringe, évidemment ça buzz, donc le podcast il grossit. Et c'est bien. Après, j'espère que je vais répondre à la question, que j'ai bien compris, mais moi j'essaye toujours en fait, je pense qu'il y a des petites règles non dites de un pour les auditeurs, un pour toi, tu vois. Moi, je fais un peu ça. Par exemple, je sais que les gens qui écoutent Nouvelle École, ils aiment beaucoup l'entrepreneuriat, donc j'essaie quand même de ramener des entrepreneurs. Parce que moi, il y a des périodes où vraiment, sinon, je ramènerais que des gens qui font du stand-up, ou que des scénaristes, ou que des choses comme ça. Donc j'essaye d'alterner, en fait. Moi, j'essaye d'aérer. J'ai pas envie de ramener tous les gens connus à la suite, déjà parce que j'y arrive pas, mais ensuite parce que je pense que j'ai pas envie que Nouvelle École devienne ça. J'ai envie de continuer à faire comme Tim Ferriss fait, comme tu dis. Là, je viens d'interviewer quelqu'un qui est pas du tout connu, mais qui est ultra impressionnant, qui s'appelle Christophe Balestra, qui était coprésident chez Naughty Dog pendant il a travaillé 15 ans là-bas. Naughty Dog, c'est un des plus gros studios de jeux vidéo aux États-Unis, qui ont produit parmi les plus gros classiques de jeux vidéo de ces 10 dernières années. Et personne ne le connaît, ce type, à part dans la niche, mais c'est un des types les plus impressionnants, en tout cas un des Français les plus impressionnants de cette niche-là. C'est un mec qui a fait 3 Iron Man, qui est vraiment ultra intéressant. Et moi, j'essaye d'aérer comme ça, en fait. J'essaye d'espacer, de faire en sorte qu'on n'ait pas toujours l'impression d'écouter la même chose. Mais je suis pas sûr d'avoir vraiment répondu à ta question. Tu as très bien répondu à la question. Il avait répondu, non? Moi, je trouve qu'il a très bien répondu. Merci, vous êtes gentil. L'autre sujet qu'on voulait aborder avec toi,
c'est la question de l'expertise personnelle. Un gros challenge quand tu es blogueur, podcasteur, youtubeur, c'est que tu as des invités qui connaissent très bien leur sujet, et puis toi, tu n'es pas forcément calé dans tous les domaines. Quelque chose qui est assez impressionnant quand on va chez lui, c'est sa bibliothèque. J'ai jamais vu autant de livres. Il y en a partout, dans tous les sens, sur tous les sujets. Même, tu vois, par exemple, je sais que tu as des sujets sur la levée de fonds, alors que c'est pas du tout un sujet que tu exerces toi personnellement. Première question, est-ce que tu les as tous lus? Deuxième question, quel temps tu consacres à tes lectures, à tes écoutes chaque semaine? Et troisième question, quel conseil tu donnerais à tous les élèves, et particulièrement les blogueurs, qui ont ce challenge-là, ce challenge d'investir dans leur culture personnelle? Alors, est-ce que j'ai lu tous les bouquins? Oui, j'ai tout lu, sauf les bouquins qui sont sur la pile à côté de la télé, là. Donc ça, c'est la pile que je dois lire. Qui est quand même assez haute, hein, mais tout ce qui est dans la bibliothèque, j'ai lu, mais surtout qu'en fait, je lis surtout sur Kindle. Donc, combien de temps je consacre à la lecture? Ça dépend de mes obligations, de mon emploi du temps, qui parfois est pas super stable. Mais moi, j'aime beaucoup lire. C'est un des trucs que je préfère faire. Donc, j'aime bien lire au moins 1 heure, voire 2 heures par jour, si je peux. C'est pour ça qu'à une époque, j'aimais bien quand j'arrivais à me lever 2 heures par jour? Comment ça? T'as dit 2 heures par jour, là? Ouais. Sûr d'avoir bien... En fait, ça va vite parce que j'écoute beaucoup de livres audio, donc mettons que c'est de la lecture, et je me déplace pas mal. Donc, je lis dans le métro, et je lis le matin chez moi ou le soir chez moi. Et en fait, comme je suis aussi insomniaque, vraiment très insomniaque, c'est-à-dire que littéralement, j'essaye d'aller me coucher tous les soirs à 10h et je m'endors à 3h. Donc, parfois, j'essaye quand même de rester dans mon lit. Parfois, je lis. Donc, je peux lire beaucoup du coup, parce que j'ai beaucoup de temps. Après, je suis très fatigué, mais c'est pas grave. Et donc, quel conseil je donnerais? Mais je sais pas si j'ai vraiment de conseils à donner. Moi, je lis parce que j'aime bien lire. Ça m'aide parfois, mais parfois je connais rien du domaine de la personne. En revanche, je prépare beaucoup mes interviews quand même. J'essaye d'être assez calé. Et puis, je pense que ça se remarque quand c'est des sujets que je maîtrise un peu plus, comme tout ce qui est autour des startups, autour de la musique, des choses comme ça. Bah, là, je connais. Il y a plein de sujets que je connais pas et j'interviens beaucoup moins dans l'interview. Je pose beaucoup plus de questions et je vais moins raconter ma vie, comme j'ai une tendance à parler. Il y a une autre question. Attends, je finis parce que je conclus. Donc dans mes conseils pour les, je pense qu'il faut faire. Moi, je pense qu'il y a un minimum de lecture qui est. En fait, je me souviens très bien de quand je suis rentré j'avais fait un stage à San Francisco et là-bas, je m'étais vraiment trouvé très nul, quoi, par rapport aux autres. Je m'étais dit, mais tu connais vraiment rien, c'est dingue. Et en rentrant, j'avais commencé à lire des bouquins et il y avait un type qui disait, c'est un type que j'aime bien qui s'appelle James Altucher, qui disait je lis 2 heures par jour et voilà quoi, et lis 2 heures par jour. Et je me suis dit bah ça a l'air chiant, mais je vais lire 2 heures par jour. Et j'ai commencé à faire ça et je me suis rendu compte qu'en 2 semaines j'ai appris 10 fois plus de trucs qu'en 5 ans d'études. Et alors ça suffit pas parce qu'il faut faire des choses. Je pense qu'à une époque, moi j'étais trop dans la lecture et trop dans l'apprentissage et pas assez dans l'action. Et je pense qu'il faut quand même plus d'action que d'apprentissage, mais c'est sûr que je pense qu'il y a il faut un minimum de rentrée d'informations qualitatives en permanence, je pense. Et comme j'essaie de pas trop aller sur les blogs, sur internet, sur les réseaux sociaux, j'essaie de le prendre principalement par les livres audio et parfois les podcasts, mais j'écoute pas trop de podcasts en fait. Paradoxalement, dès que je commence à faire un truc, j'arrête de m'intéresser au reste. C'est ça. Très clair, très bonne réponse. Une autre question qui a été posée par plusieurs élèves. Aujourd'hui, tu es seul sur ce projet. Est-ce que c'est parce que tu veux plus du tout avoir d'associés? Sur tous les projets, tu es seul. Est-ce que... Ah, la blague. Il a tendu la perche lui-même. Oui. Est-ce que c'est parce que tu n'as vraiment plus du tout envie d'avoir d'associés? Tu l'as mentionné, tu as fait une entreprise avant et cette fois, tu n'étais pas seul. Non, pas du tout. Ta question est... Ok. Alors, non, en fait, je dis des bêtises en plus parce que je sors un... J'en profite, hein, je fais ma pub, ok. Je sors mon premier court-métrage la semaine prochaine. Voilà, ça va être très bien. Je suis très fier et je l'ai fait avec un... Yes, merci. Je l'ai fait avec un ami qui s'appelle Léo Bijaoui, qui est passé sur Nouvelle École. Au début, encore un de mes amis qui est passé sur Nouvelle École, qui est réalisateur, qui est très bon. Et donc là, pour le coup, on a vraiment travaillé en équipe. On a fait le film ensemble. Non, moi j'adore travailler avec des gens. Le problème, c'est que je suis pas forcément très facile, je pense. Et c'est très difficile de trouver des gens avec qui on aime travailler. Et moi, je pense qu'il y a l'erreur, c'est souvent de
de tellement croire qu'on a besoin d'un associé qu'on passe sa vie à chercher des associés. Alors on se trompe de personnes, on se met avec des gens qu'on connaît pas bien, on finit par s'embrouiller. Moi, c'était pas du tout le cas avec mon associé, on s'est jamais embrouillé. On était hyper amis on avait fait nos études ensemble et tout s'est très bien passé. Mais je pense pas que ce soit obligatoire d'avoir un associé. On peut très bien s'en sortir tout seul, si on l'a pas en tout cas. Et si on a l'associé, tant mieux, c'est vraiment beaucoup plus cool à mon avis. C'est beaucoup plus marrant de travailler en groupe, c'est beaucoup plus sympa, mais il faut pas le forcer parce que ça fait perdre tellement de temps de pas être dans des bonnes relations et je pense que ça rend vraiment assez malheureux les mauvaises relations dans tout quoi, dans le travail, dans plein de trucs. Bref, du coup. Bien choisir son associé. Pourquoi ça fonctionne bien ? Pourquoi ça fonctionne bien avec Léo, par exemple ? Je pense on se connaît très bien. On était à Sciences Po Grenoble ensemble. On s'est rencontrés là-bas, donc c'était en 2011. On était potes, on a passé beaucoup de temps ensemble. On a fait pas mal de soirées. On connaît les hauts et les bas de chaque personne. D'ailleurs, c'était pas un. Bref. Et non, parce que je me suis rendu compte que j'ai fait un jeu de mots par inadvertance. Et en fait, c'est ça que je pense qui est important, c'est qu'on se connaît hyper bien. Il y a un respect mutuel. Il y a une envie de bosser avec l'autre des deux côtés. Il n'y a pas un des deux qui se dit oh là là, il faudrait vraiment quelqu'un qui me fasse le taf de réalisation. Du coup, je vais prendre un réal et je vais en faire mon associé. Non, c'est Léo qui a besoin de moi dans une partie du taf et moi qui ai énormément besoin de Léo, bien sûr, parce que pour le coup, il s'y connaît beaucoup plus que moi. Et je pense que ça, c'est important. Le fait qu'on s'entende bien, le fait qu'on trouve individuellement que ce que fait l'autre tout seul, c'est bien. Mais ça, je pense que ça s'applique pour le coup à plein de choses. Léo tout seul s'en sort très bien. Moi, sans Léo, je m'en sortirais aussi. Et on voit ce que fait l'autre et je pense qu'on se dit c'est bien, c'est cool. Et du coup, on a envie de se mettre ensemble. Et il n'y a pas de relation, il n'y a pas de hiérarchie, quoi. Voilà. Il y a un respect mutuel très fort. Ouais, c'est ça, je pense. Mais bon, Léo, on travaille ensemble depuis quelques mois, quoi. C'est pas non plus, c'est pas 10 ans qu'on a notre. Mais on avait déjà bossé sur des petits projets ensemble avant, donc ça aussi, je pense, c'est important pour bosser en équipe. C'est bien de faire des petits trucs en fait, de tester. Il y a un ami qui m'a appelé cette semaine qui me disait ouais, alors il est sur un projet de start-up qui avance pas mal et il me dit je vais chercher un associé. Et je lui dis ok, tu vas faire comment ? Il me dit bah je sais pas, je vais chercher un associé. Et en fait. Je pense que ce que je lui disais, c'est que mon avis, c'est qu'il devrait continuer tout seul parce que le jour où son projet va marcher, il y aura des gens qui voudront bosser avec lui. Mais je pense que de toute façon, s'engager, ce serait un peu comme aller à un speed dating et dire ok cool, tu vas devenir ma femme et on va se marier, on va avoir des enfants, tu vois. Je pense que c'est compliqué parce que s'associer, c'est pareil en fait. Tu vas avoir tous les mauvais côtés de la personne, tu vas avoir, c'est une vraie relation et si tu connais pas ces côtés et que t'es pas prêt à les accepter et à faire avec. Je vois pas trop comment ça peut marcher en fait. Donc je pense qu'il faut faire plein de petits essais, il faut faire des petits projets avec la personne parce que c'est là qu'on voit comment les gens travaillent. Et les gens sont complètement différents dans le travail et dans la vie. Parfois t'as des gens trop cool qui sont les pires personnes dans le boulot et inversement des gens avec qui tu t'entends pas top mais avec qui tu travailles hyper bien. Donc je pense qu'il faut faire des petits essais dans ce truc là comme dans beaucoup d'autres choses en fait. Merci beaucoup. Autre thème. Moi je répète constamment à mes élèves qu'il faut se spécialiser et pas se disperser. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai invité la personne la plus dispersée qui soit sur scène, puisque Antonin est à la fois freelance copywriter, podcasteur sur Nouvelle École. Il vient nous annoncer qu'il faisait un film avec Léo. Il y a d'autres activités que je connais pas ? Oui, il y en a que tu connais pas, ouais. D'accord. Mais professionnellement, c'est globalement ça dans ta semaine. Ouais, il y a Mangrove aussi. Je suis dans Mangrove. Un collectif de freelance. C'est pas un collectif. Bon, bref. Il y a quoi d'autre ? Il y a. Ouais, je crois qu'il y a d'autres trucs encore. Est-ce que pour toi, la dispersion, c'est un danger ? Est-ce que tu es confortable avec ça ? Est-ce que, en fait, tu es sur plusieurs projets, mais tu te fais des phases de rush où pendant 3 semaines, 3 mois, tu es que sur Nouvelle École et ensuite tu passes à autre chose ? Ou est-ce que tu fais exactement l'inverse de ce que moi j'enseigne ? Dans ce cas-là, j'ai qu'à changer de métier et tu fais 4 métiers à la fois sans aucun problème depuis 2 ans. Je pense que ça dépend aussi vachement des tempéraments. Moi, j'ai toujours aimé faire plein de trucs. Et il y a des gens que je connais qui ont toujours aimé faire un truc. Je pense qu'en effet, la dispersion, c'est un vrai risque. Le problème, c'est qu'il faut quand même savoir ce qu'on a envie de faire dans la vie. Savoir ce qui nous intéresse, savoir ce qu'on aime faire, avant de pouvoir, selon moi, aller mettre le paquet dessus. Moi, mon gros problème, c'est que je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. Je n'ai toujours pas une grande idée, mais ça commence quand même à s'affiner. Je fais des trucs qui me plaisent. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de choses différentes. Et en fait, j'ai toujours envie
de tester de nouvelles choses. Mais je pense que c'est vraiment une question de tempérament. Mais finalement, je me spécialise pas mal. Tu remarqueras qu'il y a des... En fait, je suis pas en train de faire... je suis pas en train de vendre des frisbees au Brésil et en même temps de faire une école de restauration, tu vois. Nouvelle école, un truc où je pose des questions à des gens. Je crée du contenu. Avec ce contenu, souvent, j'écris. Mon travail, en effet, souvent j'aide des gens à écrire des choses, donc je vais écrire, ou alors je vais les aider à écrire des choses. Donc là, je vais leur poser des questions et les aider à formuler leurs idées. Donc tu vois, il y a des synergies. Sur le court-métrage, j'ai écrit le scénario. Donc en fait, c'est pas non plus, il n'y a pas un grand écart, tu vois. Je suis quand même en train de resserrer le truc. Et je pense en effet qu'il faut arriver à trouver quelque chose qu'on aime et arriver à se focaliser dessus, parce que la dispersion, à mon avis, c'est un vrai danger, mais c'est peut-être un mal pour un bien au départ, en fait. Clairement, moi, il y a un an, je faisais tout et n'importe quoi. Tant que je trouve un truc qui m'intéressait, et je pense que c'est pas mal. C'est bien de tester plein de trucs et de trouver des choses qui nous intéressent, tu vois. Mais une fois qu'on a trouvé, une fois qu'on a une idée, je pense qu'en effet, là, il faut se faire violence pour ne pas céder à tous ces caprices du style moi régulièrement je vais acheter un clavier sur internet et me dire ouais je me remets à la musique et puis le clavier arrive, j'en fais une journée, je fais ouais non en fait je suis nul et tout et en fait ces choses là je pense te distraient des choses importantes à partir du moment où tu les as trouvées. Et là je pense qu'il faut arriver à se faire un peu violence pour pas trop se disperser à ce moment là. Il y a une sorte de résistance interne qui veut toujours qu'on fasse pas les choses qu'on devrait faire. Quand on a des projets sérieux, il y a toujours un truc qui nous dit ouais, j'ai ce projet sérieux, mais est-ce que j'ai pas plutôt envie de faire de la danse contemporaine ? Et je pense que ça, il faut arriver à le contrôler au bout d'un moment. Donc voilà, en gros, mais je pense qu'il y a plusieurs étapes. Alors, question très liée que beaucoup d'élèves m'ont posée. Est-ce que tu mets des ordres de priorité dans tes différents projets ? Est-ce que tu te dis régulièrement, ça c'est mon projet numéro 1, c'est mon projet phare ? Ouais, complètement. Après, ça dépend aussi des moments. Par exemple, là, on va sortir le film dans une semaine, donc le film est ultra prioritaire surtout, mais c'est très lié au moment, quoi. En revanche, Nouvelle École est super méga prioritaire sur tout le reste. Une interview, un type qui me dit, enfin, un homme ou une femme qui me dit, ok, pour une interview samedi, tout ce qu'il y avait samedi dégage. Sauf si c'est vraiment un truc important, genre familial, important, qu'il ne faut pas que je rate, etc. Mais si c'est n'importe quel meeting, n'importe quel truc de travail, même pour du freelance, etc., ça s'enlève, parce que Nouvelle École, c'est pour ça qu'en fait que je fais mes journées, c'est pour Nouvelle École. C'est pas pour faire du freelance. Le freelance, je le fais pour pouvoir faire Nouvelle École, justement. Pour pas avoir de pression financière qui m'obligerait à arrêter ou à gagner de l'argent avec ça alors que c'est pas encore le moment. Donc oui, c'est très hiérarchisé maintenant, ces choses-là. En fait, plus les projets sont fun, et plus ils sont en haut de ma liste. C'est un truc qui est assez récent, mais c'est vrai. Avant, j'étais pas du tout comme ça. Maintenant, je trouve que plus les projets m'amusent et m'obligent à être créatif et m'obligent à faire des choses que j'aime, et plus ils doivent être au-dessus, parce qu'il y a vraiment rien de plus important que passer des journées cool, quoi, et de me dire ah bah c'était une bonne journée, j'ai fait des trucs que j'aimais bien aujourd'hui. Et je veux beaucoup plus de ça, et beaucoup moins des trucs qui me font chier. Donc voilà comment j'organise en gros. Ok. On va prendre des questions du public. Le sujet de mon film, c'est un film sur la paranoïa face au terrorisme. Donc ça n'a rien à voir avec Nouvelle École. Et ça sort la semaine... Je ne peux pas trop vous en dire dessus parce que ça dure 2 minutes 20, quoi. C'est un court-métrage. Donc si je vous dis le moindre truc, en fait... si tu veux, voilà, c'est compliqué. Mais... il sera diffusé sur la plateforme du Nikon Film Festival. Nous, on va beaucoup le relayer. Vous pouvez, si vous suivez Nouvelle École, suivez Nouvelle École sur Instagram, à la limite, si vous, c'est @_Nouvelle École. C'est là-dessus que je fais le plus de... c'est là-dessus que je raconte un peu ma vie, quoi, et que je mets des trucs maintenant. Et évidemment, quand ça va sortir, je vais sans vergogne utiliser Nouvelle École pour promouvoir ce film. Donc voilà, c'est là-dessus. Et pour le coup, j'en suis très, très content. Donc. J'ai pas trop d'objectifs en fait. Non mais c'est vrai. Tant que je peux continuer à faire Nouvelle École, je suis content. Donc mes objectifs, c'est continuer à le faire, continuer à... Et c'est les mêmes à 5 jours, à 5 mois et à 5 ans. Tant que je trouve ça bien, tant que je suis heureux de faire les épisodes, tant que les gens que je rencontre m'inspirent, tant que j'apprends et que je passe des bonnes journées, mon objectif, c'est juste de continuer à le faire en fait. Parce que j'ai aucune raison de... J'ai pas d'objectif de chiffres, parce que dès que je mets des objectifs de chiffres, c'est la recette pour que je sois ultra malheureux.
Je me dis, oh là là, vite, il faut qu'on soit écouté 100 000 fois. Et je vois que je suis pas écouté 100 000 fois, je me dis, oh là là, c'est vraiment nul. Alors qu'en fait, il y a 1 an, j'étais écouté 50 fois. Et moi, j'ai envie de sortir de ces trucs-là, de sortir de ces marqueurs externes de ma réussite et d'essayer de me focaliser sur les trucs internes de j'aime faire ça, ça me plaît, je passe des bonnes journées, je me sens bien, je suis avec des gens que j'aime bien. Et du coup, ça sera pareil à 5 jours, à 5 mois et à 5 ans, j'espère. Sauf si je retombe dans mes travers, vous me retrouverez dans le caniveau avec une aiguille dans le bras, mais normalement, non, ça ira. J'ai fait un article que j'ai publié, il doit être sur Medium, où j'avais mis, je crois, 8 bouquins qui m'avaient beaucoup marqué. C'est pas des bouquins que j'ai lus récemment, c'est des bouquins que j'ai lus il y a justement, quand j'ai recommencé à lire. C'est des bouquins qui m'ont remis dedans, où je me suis fait, oula, en fait, je connais rien. Et ces bouquins-là, j'ai fait un article dessus. Sur Instagram, régulièrement, enfin, je me mets à faire quand je lis des livres, je fais des petites stories où j'en parle, en ce moment. Je suis un peu en test sur les trucs sur Instagram comme ça. Je pense que je vais faire plus d'articles là-dessus. Je vais plus dire ce que j'ai lu. Mais comme ça me prend du temps, n'hésitez pas à me demander hein, si vous voulez des recommandations de bouquins sur plein de thèmes. Déjà, en fait, tout dépend de à quel point vous lisez bien l'anglais ou pas. Moi, la plupart des bouquins que je lis sont en anglais. Après, je pense qu'il y en a pas mal qui sont traduits en français. Et en gros, un bon truc à faire, pour moi, c'est que les auteurs que j'aime bien, ou que je suis, ou les gens qui font des podcasts que j'aime bien, enfin il y en a 1 ou 2 quoi, que j'aime vraiment bien, mais aux États-Unis, je veux dire, vont souvent donner leur liste de lecture, et c'est là que je prends mes idées, et en fait elles sont toujours très très bien, parce qu'il y a un type qui s'appelle Derek Sivers, par exemple, qui a un site qui s'appelle sivers.org, sivers.org, et là-dessus il a codé son site et il fait une liste de bouquins qui note à chaque fois et dans lequel il met des notes, ses notes perso sur le livre. Et ça, c'est trop trop bien, parce que si tu l'ordonnes par meilleure note, c'est que des livres incroyables qui sont vraiment ultra intéressants. Et puis moi, je pense que je vais essayer de faire des listes de bouquins que j'ai lus un peu plus souvent. Merci beaucoup, Antonin. Merci à tous. Ah oui, abonnez-vous à Nouvelle École. Hein,